Bonsoir Agnès Buzyn, merci d'être Bonsoir. avec nous. Vous êtes ministre des Solidarités et de la Santé, j'ai envie de dire aussi de la famille et des enfants. Et vous avez entendu comme moi cet appel des parents de Maëlys. Quel sentiment avez-vous eu? D'abord, cette famille est dans une souffrance insoutenable et je suis impressionnée par leur dignité. J'espère que la vérité se fera jour et qu'ils retrouveront leur fille. Vous avez aujourd'hui présenté le budget de la sécurité sociale. Alors, ce sont des grands mots, on va y revenir. Mais vous savez que depuis hier, il y a une accusation contre le budget de 2018. C'est un budget pour les riches. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites on fait un effort équivalent à celui qui est fait à travers la transformation de l'ISF en IFI ou à travers la baisse des impôts pour les entreprises, on fait un effort équivalent pour les plus défavorisés? Oui, ce PLF, c'est le PLF des personnes fragiles. Et nous avons construit ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, ce PLFSS, est vraiment tourné vers les personnes les plus en difficulté, les plus fragiles, les plus vulnérables. C'est la raison pour laquelle nous revalorisons le minimum vieillesse dès l'année prochaine, 30 euros au 1er avril, puis 35 euros au 1er janvier 2019, puis 35 euros au 1er janvier 2020, ce qui veut dire que dans 2 ans et demi, les personnes âgées au minimum vieillesse gagneront 100 euros de plus, soit 12% de pouvoir d'achat en plus, et ça représente 1 mois et demi de pension en plus dans 2 ans et demi. Mais ils pensaient que les 100 euros allaient être versés tout de suite, parce que c'était la promesse électorale. Non, la promesse électorale était sur le quinquennat. Nous avons également promis la revalorisation de l'allocation pour adultes handicapés de 100 euros. Elle aura lieu également. Nous avons également revalorisé, comme promis, la prime d'activité qui touche les personnes qui sont à 0,5 SMIC jusqu'à 1,5 SMIC. Et donc, dès le 1er octobre, la prime d'activité augmentera de 20 euros. Et puis, nous avons beaucoup de mesures en faveur des familles les plus défavorisées, et notamment des mesures fortes en faveur des familles monoparentales aujourd'hui, ou des familles pauvres avec plus de 3 enfants. Vous avez entendu, vous avez vu, il y a une population qui est très inquiète. Une partie d'entre eux, certains d'entre eux ont manifesté aujourd'hui dans la rue, les retraités. Et on a entendu les vieux dans la misère. On a entendu Emmanuel Macron dire les anciennes générations doivent faire un effort pour les nouvelles générations. Vous pensez, avec l'augmentation de la CSG, que les retraités, finalement, ne seront pas pénalisés? Alors aujourd'hui, les retraités les plus fragiles, c'est-à-dire ceux qui ont des retraites jusqu'à 1394 euros, mettons 1400 euros par mois net dans leur poche, ne sont pas du tout touchés par la hausse de la CSG. Donc il y a 40% des retraités les plus pauvres. Ça, c'est le 1394 euros net, c'est retraite de base, retraite complémentaire ou revenu complet? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'est ce qu'ils touchent dans leur poche aujourd'hui. 1400 euros, ils ne seront pas touchés par l'augmentation du point de CSG. L'augmentation du point de CSG de 1,7 point de CSG ne touchera que les retraités qui aujourd'hui payent 6,6 points de CSG. Ceux qui sont à 3,8 ou à 0 n'auront aucune augmentation de la cotisation de CSG. Est-ce que ceux qui payeront plus il y aura une forme de compensation quelque part qui sera prévue ou pas du tout? Alors, parce que pour les salariés, il y en aura une. Progressivement, avec la baisse de la taxe d'habitation qui, en fait, touche ces retraités-là, puisque nous sommes sur des retraites au-delà de 1400 euros. Ce sont des gens qui, a priori, payent la taxe d'habitation. Ils seront progressivement, avec la diminution de la taxe d'habitation, en train de récupérer ce point de 1,7% de rattrapage au-dessus des 6,6 qu'ils payent actuellement. Vous annoncez 5 milliards d'économies pour la sécurité sociale et donc un budget qui approche laborieusement, mais qui approche de l'équilibre, même si vous avez retardé quand même cette échéance de l'équilibre. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes recettes. Donc finalement, est-ce que ce sont les meilleures? Baisse du prix des médicaments, invitation à consommer des génériques, développement de l'ambulatoire à l'hôpital. Ça a déjà commencé, on a lancé ce mouvement. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est nouveau? Alors, d'abord, il y a une vraie volonté de transformation de notre système de santé, et notamment en favorisant des tarifications au parcours
au forfait de façon à ce que l'offre de soins se réorganise sur le territoire. Et l'idée, c'est de favoriser des actes pertinents, c'est-à-dire de ne pas payer deux fois dans un parcours de soins, deux scanners par exemple inutiles parce que l'hôpital et la ville ne se parlent pas. Donc c'est vraiment une rationalisation à la fois de l'offre de soins et des parcours qui devrait nous faire des économies. Par ailleurs, ce budget tend à l'équilibre, vous l'avez dit, en 2020. Nous pensions qu'il était à l'équilibre cette année. Malheureusement, nous sommes à 5,2 milliards de déficit du budget de la sécurité sociale. Donc nous avons des économies à faire au-delà de ce qui était prévu quand nous sommes arrivés au gouvernement. Et du coup, vous faites un certain nombre de nouvelles recettes, et donc qui peuvent nous toucher, nous, citoyens. Par exemple, la hausse du forfait hospitalier de 2 €. Vous avez dit, ce sont les mutuelles qui paieront. Mais vous avez vu ce qu'ils vous ont répondu. Les mutuelles, ce sont les Français. Est-ce que ça veut dire que vous demandez aux mutuelles de ne pas augmenter les cotisations pour les Français, ou oui. Vous attendez cela d'eux? Oui, on va y travailler avec eux. C'est-à-dire, vous leur demandez quelque chose? Aujourd'hui, les choix que nous avons faits, c'est que les économies ne portent pas sur les personnes, qu'elles portent sur des intermédiaires. C'est la raison pour laquelle nous travaillerons sur le prix du médicament, la raison pour laquelle nous inciterons les Français et les médecins à prescrire des génériques aux malades. C'est la raison pour laquelle nous travaillons sur l'offre de soins et son organisation. Donc vraiment, nous essayons de préserver le pouvoir d'achat des Français. Oui, mais les intermédiaires, à un moment donné, répercutent les prix. Donc les mutuelles ont dit et ont répondu, mais attendez, les mutuelles, ce sont les Français. Donc effectivement, cette augmentation du forfait hospitalier, d'abord, il rattrape une inflation qui n'avait pas été comptabilisée, donc il n'avait pas été augmenté depuis 2010, depuis 7 ans. Donc c'est un rattrapage de l'inflation. Et par ailleurs, ces 200 millions d'euros que nous demandons aux mutuelles, c'est un juste effort, parce que ces dernières années, les dépenses de la sécurité sociale ont augmenté proportionnellement, de façon plus importante que les dépenses des mutuelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées avec des pathologies lourdes, complexes, qui sont prises en charge à 100%, ce qui fait que la part des dépenses de santé payées par l'assurance maladie est plus importante maintenant qu'elle ne l'était il y a quelques années. Est-ce que vous demandez donc aux mutuelles de ne pas augmenter leurs cotisations? Nous en discuterons avec elles, puisque nous avons une négociation à avoir sur le reste à charge zéro, qui est aussi une promesse du président de la République. Oui, ça porterait sur les prothèses dentaires, sur les lunettes, sur les appareils audioprothèses. Ça, j'ai envie de dire, c'est renvoyé au calendrier grec. Ah, certainement pas, puisque nous avons commencé les négociations. Et nous commençons d'ailleurs la négociation de la convention avec les chirurgiens dentistes qui débute là. Donc tout cela sera inscrit dans le PLFSS 2019. C'est l'année prochaine. L'année prochaine, nous aurons déjà des propositions après avoir négocié avec l'ensemble des parties prenantes, pas seulement les mutuelles, ceux qui fabriquent, les mutuelles, l'assurance maladie évidemment. Vous répétez que l'objectif, vous répétez que ce sera fait à la fin du quinquennat, qu'il y aura un remboursement à 100% des prothèses dentaires ou des lunettes? Alors, il y aura, d'ici la fin du quinquennat, des soins indispensables qui seront remboursés, ou pris en charge, pardon, à 100%. Et donc, pour lequel il y aura un reste à charge zéro. Les négociations commencent. La convention avec les médecins, les chirurgiens dentistes, doit s'achever en 2018, et donc il y aura certainement des mesures dès le PLFSS 2019. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Absolument. Alors dans celui de 2018 dont nous parlons, il y a évidemment cette obligation des 11 vaccins dès le 1er janvier 2018 qui suscite un grand nombre de réactions. Vous avez dit qu'il n'y aura pas de sanctions. Mais quand on lit attentivement, on voit que d'abord la loi prévoit que les enfants, s'ils ont un handicap dû à l'absence d'un vaccin, ils peuvent se retourner contre leurs parents. Alors la loi ne dit pas ça. La loi dit que globalement, les parents doivent une protection à leurs enfants. Et que si cette protection n'est pas apportée, un enfant peut se retourner ou quelqu'un peut porter plainte contre les parents et qu'ils sont responsables pénalement s'il est prouvé qu'ils n'ont pas apporté une protection. C'est un cadre juridique global pour la protection de l'enfance. Je dis que ce cadre juridique-là suffit normalement pour inquiéter les parents si jamais ils ne délivrent pas un vaccin obligatoire. Puis je veux rassurer les Français. Aujourd'hui, pardonnez-moi, aujourd'hui, 8 enfants français sur 10
font ces 11 vaccins du calendrier vaccinal. Donc ça ne change rien pour 8 enfants français sur 10. Et en fait, je cherche simplement à obtenir que 9 enfants français sur 10 soient vaccinés pour répondre à l'enjeu mondial de la vaccination, pour éviter les épidémies mondiales. C'est donc une demande de l'Organisation mondiale de la santé que l'ensemble des pays du monde couvrent leur population infantile à 95%. Mais vous savez bien que la méfiance est forte, qu'elle est là, qu'elle s'exprime, et qu'il y a eu notamment cette étude sur la question des adjuvants à l'aluminium, qui serait un problème. Vous savez que c'est une étude franco-française, qu'aucune autre équipe au monde n'a pu confirmer ces résultats. C'est une maladie qui a été décrite par cette équipe qui toucherait quelques Français et qui n'est pas aujourd'hui reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Et il y a des centaines de millions d'enfants qui ont été vaccinés dans le monde avec des vaccins à l'aluminium et qui se portent très bien. Aucun des enfants, les 8 enfants français vaccinés sur 10 aujourd'hui, aucun n'a développé une maladie qui serait liée à ces vaccins à l'aluminium. Donc je crois qu'il faut raison garder. Les autres pays rêvent d'avoir des vaccins. L'Amérique latine a réussi à éradiquer des maladies, éradiquer la rougeole. Toute l'Amérique latine, en 2016, a éradiqué la rougeole. Nous avons eu 4000 cas. Nous avons des enfants qui meurent. Nous faisons moins bien que les pays d'Amérique latine, alors que les recommandations mondiales aujourd'hui disent que nous ne sommes pas assez protégés. Merci beaucoup Agnès Buzyn. Merci d'être venue sur notre plateau pour expliquer évidemment tout cela. C'est une enquête internationale qui l'a révélé il y a quelques semaines. Les Français sont les plus sceptiques au monde à l'égard de la vaccination. L'invention de Louis Pasteur sauve pourtant la vie de 3 millions d'êtres humains chaque année. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a présenté aujourd'hui un plan pour tenter de réconcilier les Français avec les vaccins. Le détail avec Caroline Bell et Jean-François Drouillet. Se faire vacciner ou pas, de plus en plus de Français se posent la question. Aujourd'hui, seul un vaccin est obligatoire, le DTP, contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Mais première incohérence, il est introuvable sur le marché, toujours associé à un cocktail d'autres vaccins. Le rapport remis à la ministre de la Santé suggère d'élargir cette obligation à tous ces vaccins pédiatriques. Plus de diphtérie, tétanos, polio, c'est l'hépatite B, c'est Haemophilus influenzae, c'est la coqueluche qui est un problème pour les petits bébés, c'est le pneumocoque, c'est le méningocoque C, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Voilà la liste. Les parents qui s'y opposeraient devraient le faire par écrit, et ces vaccins seraient tous remboursés. Le rapport propose aussi de simplifier le parcours vaccinal, en lançant un carnet de vaccination électronique impossible à perdre, en permettant aux médecins d'avoir les vaccins dans leur cabinet et en encourageant les pharmaciens à vacciner. Une expérimentation a été lancée pour la grippe. On a quand même un certain nombre de clients qui nous demandent si on peut leur faire le vaccin. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas autorisés, mais je pense que ça va faciliter la vaccination contre la grippe, c'est certain. Pour enrayer la défiance, il faudra faire des efforts de communication et de transparence. Si on arrive à mettre en place un site qui est connu de tout le monde, autour duquel il y aura eu la communication, et les gens savent qu'ils peuvent s'adresser pour toute question de tous ordres, les inquiétudes sur les adjuvants, etc., enfin toutes les questions que les gens se posent sur la vaccination, et qu'ils y trouveront une information claire, je pense que cela aidera. Autre mesure, développer la formation des soignants. Plus un médecin est convaincu, plus les patients sont enclins à se faire vacciner. Donc un médecin qui a des doutes les transmet à son patient et ça baisse la vaccination. Aujourd'hui, 10% des médecins généralistes auraient des doutes sur la vaccination. Un mot, ou plutôt une image de politique, cette poignée de main très appuyée entre François Hollande et Manuel Valls. C'était ce matin à l'Élysée, à la sortie du Conseil des ministres. Le chef de l'État a rappelé, par la voix de son porte-parole, la nécessité d'être tous à son poste et à sa place. Précision sans doute pas inutile après 3 jours de flottement au sommet de l'État. À Cuba, des dizaines de milliers de personnes ont défilé devant les cendres de Fidel Castro à la Havane. Un seul dirigeant européen avait fait le déplacement, le Premier ministre grec, Alexis Tsipras. En revanche,